Oh, hello, salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de mon podcast Paul Taylor's Happy Hour live. Le principe du podcast que c'est en direct en fait avec vous. Vous participez visuellement et sur vos claviers. Donc on vous voit dans le podcast et là cet épisode c'est avec Rosa Burstein. Ça dépend comment tu le prononces, humoriste, comédienne, autrice et tout ça. Incroyable l'épisode parce que c'était le lundi 14 février, le jour de la Saint-Valentin, spécial Saint-Valentin. Et on a beaucoup parlé de cul, de relations et de tout ça. Donc on était là pendant plus de 2 heures. Avec Rosa, en train de parler avec vous. Là, ce que vous allez voir et écouter, c'est la version éditée, la version montée de tout ça, la version courte de notre interview ensemble. Si tu kiffes déjà l'idée d'écouter Rosa pendant 2 heures, et moi-même parler avec vous, tu peux déjà avoir accès maintenant tout de suite à la version non montée, la version longue, unedited cut raw sur patreon.com/Paul Taylor, patreon.com/Paul Taylor, qui est une plateforme en gros pour les artistes comme moi et Rosa de gagner de l'argent en faisant notre travail et en vous proposant du contenu exclusif. Donc l'exclusivité, ça dépend de combien de pintes tu m'achètes par mois, mais en gros pour 3 € par mois, tu peux avoir accès non seulement à la version complète de l'interview avec Rosa, mais tous les autres guests que j'ai eu. Rosa, c'est le 43e épisode de ce Happy Hour, donc vous avez accès à quand même énormément de contenu pour the small amount of une demi-pinte, 3 €. Donc voilà, et si tu veux pas rater la prochaine fois que je suis en direct avec un nouveau guest, comme ça toi aussi tu peux contribuer au podcast en vidéo et sur le chat, abonne-toi maintenant à la chaîne, clique sur la petite cloche, comme ça t'es notifié. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Profitez de cette interview, cette conversation, cet apéro avec Rosa Burstein. Rosa, please tell us a bit more about yourself. Oh. Tu es qui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? But who am I? Alors, je suis une amie de Paul Taylor. Je suis humoriste. J'ai un spectacle à la Nouvelle Scène les vendredis et samedis qui se passe très bien. C'est complet. Je suis trop heureuse. C'est trop cool. C'est vraiment, ça a bien progressé. Je suis contente. J'aimerais bien que tu viennes parce qu'il y a un nouveau début et tout. Moi, la dernière fois que je t'ai vu, oui, c'était parce la que petite loge. c'était une question que j'allais te poser. Moi, je t'ai vu en 2019. Ouais, au tout début. À la petite loge, et j'allais te poser une question. Est-ce que c'était le même spectacle? Je savais pas si c'était le même spectacle ou t'avais changé ou. Énormément, j'ai tout changé. Tu verras, c'est complètement nouveau. T'avais vu ma première fois, c'était le toute première où t'avais vu Tenir debout? Non, oui, c'est ça, Tenir debout. Alors, il y a peut-être des petites blagues que j'ai gardées, mais il y a quand même plein de nouvelles blagues. Ok. Et ça se passe bien. Et sinon, j'ai un podcast qui s'appelle Les mecs que je veux ken, dans lequel Paul est venu. On avait fait un plan à 3 avec Sébastien Marx. C'était super cool. Et j'ai adapté mon podcast en livre qui est sorti là le 20 janvier. Donc Les mecs que je veux ken, c'est le nom de ton livre, c'est le nom de ton podcast. C'est ça, tu vois, c'est ça aussi. C'est le nom de mon podcast et où j'ai invité des mecs mais aussi des meufs. J'ai invité mon père, ma mère, plein de gens finalement. Oui, donc en fait, le titre qui est très très bien trouvé, je trouve, parce que direct, niveau marketing, tu fais « Ah putain, j'ai envie d'écouter ce podcast-là ». Donc, mais en vrai, c'est juste au début, c'était peut-être vraiment les mecs que tu voulais ken, et ensuite, quand t'avais plus de mecs que tu voulais ken, pour les anglophones, ken, ça veut dire fuck. The men I would like to fuck, c'est la traduction. Parce que ken, in English, c'est le backwards of niquer. Niquer in French is fuck, and ken, it's not related to Barbie. Well, maybe it is, Ken and Barbie. Whatever, les mecs que je veux ken. Donc en vrai, le titre, c'est un placeholder pour avoir des conversations avec des gens. Ouais, pas vraiment. Alors, aussi, ken, ça veut dire niquer, je vais tous les niquer, je vais les mettre KO. Je crois qu'il y a aussi une dimension un peu violente, où je crois qu'au fait, l'idée, c'était... tu sais, parfois, certains mecs, quand je leur parle vraiment crûment ou que je leur pose des questions, c'est un peu... c'est pas trash, mais il y a une forme de violence. Je crois que c'était... D'ailleurs, je suis pas comme ça avec les meufs. C'est bizarre, hein. Je suis désolée de genrer, c'est pas du tout à la mode. Mais je crois qu'il y avait l'idée de faire accoucher, accuser, dire certaines choses. Il y avait peut-être un côté un peu... pas militant, mais dire ok, maintenant je me positionne en fait. C'est des mecs auxquels je lis un poème, que je dis ok, voilà. Alors oui, il y a des mecs où je leur dis voilà pourquoi j'ai envie de te baiser, et des mecs, c'est sur des invités type Paul, c'est plus voilà pourquoi j'aurais envie qu'on sorte ensemble, tu vois. Je suis pas sûre que Paul Taylor, tu sois le mec d'un coup d'un soir. T'es plus le mec avec qui on a envie de faire une famille, des bébés,
pousser des... Bah, il faudrait demander à ma femme, ouais, Bah oui. pour savoir. Bah Mais oui. je crois, oui. Je crois peut-être. Ouais, je sais pas, ouais. Mais qu'est-ce qui donne. Non, mais qu'est-ce qui donne Super l'impression. gênée. Non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui donne. Moi, Comment tu catégorises les gens pour dire, lui, Ouais. en tant que femme, tu dis, lui, j'ai envie de le ken, lui, j'ai envie de créer une famille avec. Bah, tu vois, c'est terrible, mais je sais pas ce que tes followers vont en penser, mais je pense quand même qu'il y a des mecs bien et des mecs pas bien. Et que moi, je pense que je suis un peu attirée sexuellement par les mecs pas bien. Ok. Donc c'est bien, ça me fait plein d'anecdotes de loose que je raconte dans mon spectacle, dans mon podcast, dans mon livre. Je pense que maintenant, ça va faire une série. Ouais, mais- putain, c'est ouais. pas une. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, j'essaye de rencontrer des gentils types, mais je sais pas. À chaque fois, je suis en mode « Ah, il a l'air gentil !» En fait, c'est un gros connard. Happy Valentine's Day. Hey, tu me disais en arrivant que c'était la première fois que tu as été invité à un Ouais. Valentine's Date. Grave. Comment ça? Bah, parce que quand j'étais maquée, je pense que mon copain, il était pas du tout en mode Saint-Valentin. Et c'était il y a longtemps. Et ensuite, j'ai eu des histoires avec des gars qui étaient trop passionnels, destructrices et instables pour qu'il y en ait aucun d'entre eux qui me disent Hey Valentine. J'ai jamais eu aucun mec. Tu sais, moi, les mecs sont vraiment durs avec moi, Paul. Vraiment. Je sais pas pourquoi j'inspire ça, mais vraiment. Mais à ils ton se avis, vengent. tu t'es posé la question de pourquoi Je sais tu pas, penses que 10 les... ans de psychanalyse, j'ai pas la réponse. Non, je sais pas. Peut-être. Tu sais quoi? Si, j'ai un peu une réponse. Je pense que je suis trop gentille et je suis trop sincère. Et que les mecs préfèrent des meufs un peu qui ont un mystère, qui se laissent désirer, qui disent pas ce qu'elles pensent, qui sont moins cash, tu vois. Bah, je crois que ça dépend des mecs aussi. Bah, je sais pas. Jessica Cohen. Justement, je me demandais aussi si le spectacle était différent car j'étais y allée dans le plus petit théâtre de Paris. Ah oui, alors oui, Jessica, si t'es venue à la Nouvelle Scène, oui, ça a beaucoup changé. Mais Kerem demande qu'est-ce que vous recommandez aux gens seuls ce soir? Il est où Kerem, hello Kerem, qu'est-ce que vous recommandez aux gens seuls ce soir? Bah, de regarder ce podcast. Je rigole. En vrai, je sais pas. Parce que moi, on a calculé, on savait pas si c'était la 12e ou la 13e Saint-Valentin. Avec ta femme? Ouais, je crois que c'est le 13e. Waouh. 2009, non, c'est peut-être le 14e. Non, 13e, c'est le 13e. Wow. Donc en fait, je sais pas ce que font les gens. Ouais. J'ai déjà Non, vécu. mais tu sais quoi, on va dézinguer la Saint-Valentin. En vrai, c'est un peu cucu. En vrai, on s'en fout. C'est juste, on n'a pas envie d'être des gros vicos du capitalisme qui nous fait acheter, je veux dire, des fleurs venues d'Afrique et qui sont hyper mauvaises pour la planète. Bref, il faut zapper la Saint-Valentin et se prouver tous les jours au quotidien quand on aime quelqu'un, quoi. C'est ça. Je sais même C'était pas la réponse l'histoire. gauchiste. Ouais, de ouf. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est que après, ouais, ça se trouve que, en fait, peut-être que aussi que quand t'es dans un truc, tu sais, quand t'es marié depuis 40 ans, ça se trouve que les années vont tellement vite que tu te perds dans ce truc, dans le quotidien, de oublier de faire des attentions. Et c'est une fois dans l'année que la société te rappelle, d'ailleurs, t'es avec quelqu'un, faudrait peut-être faire un petit truc là. Ouais, j'avoue, moi mes parents ils ont jamais fait la Saint-Valentin. Hein. Non. Non, jamais, j'ai jamais vu mes parents faire la Saint-Valentin. Et Bah, j'espère, parce que si t'es là c'est que c'est plus une avec Saint-Valentin. eux pendant la Saint-Valentin, Non, mais c'est ils sont jamais sortis. Genre, j'ai jamais eu de babysitter le 14 février Ok. parce que mes parents fêtaient la Saint-Valentin, tu Ok. vois. Jamais. Et en fait, ils étaient anti-fête. C'est-à-dire qu'on fêtait pas non plus Noël. Ah On ouais. fêtait... Ouais, tu vois, il y avait aucun. Ils détestaient les marqueurs, tout ce qui pouvait être exploité commercialement. Et ben, on fallait le rejeter, quoi. Ouais, donc Halloween, Black Friday, Jamais, là, ils gèrent jamais. dessus. Pas Halloween, plat de Black Friday, rien. Sauf Halloween quand t'allais chez des amis dont eux, les parents étaient normaux et sympathiques. Et résultat, je pouvais mettre mon costume de sorcière, tu vois. Mais sinon, non, j'ai jamais. Alors que moi, je rêverais. En vrai, je suis hyper de mauvaise foi quand je dis ouais, c'est nul la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale. Mon cul. Si je rencontre un gars qui me dit hôtel 5 étoiles et fleurs de pétales sur le lit, j'y vais, mais je dis, mais c'est parfait en fait. Non, mais... J'ai une personnalité Ok. tellement variable, quoi. T'étais à New York récemment Mhm. et t'as activé Tinder, c'est ça? En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivée, j'ai téléchargé Inched. Tu vois, c'est une appli de rencontre un peu cool et tout. Inched. 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 H-I-N-G-E-D. Inched. Et, Oh, hinged. Hinged. C'est- Hinged. Il y a le H. Ah oui, Attends, hinged. H. Hinged. Hinged. Ouais, ça veut dire. Tu sais ce que c'est, un hinge? Non. Un hinge, c'est quand tu ouvres une porte, c'est le truc qui tient la porte Ah, au mur. qu'est-ce que ça veut dire alors? Bah, ça là. Ouais. Comment t'appelles ça en français? Oh, ouais, Un ouais. hinge. Ok. Comment t'appelles ça? Hinge. Charnière. Elissa? Ah, Charnière. Elissa, yes, Elissa. Charnière, ok. Charnière. Charnière. Ah, ils sont Oui. taqués, c'est trop bien. Michael, charnière. Donc une charnière, donc ça veut dire charniéré
Parce que c'est Jamais. dans le passé Ouais, hinged. En hinged. vrai, ça veut dire que t'es collé à quelqu'un. Tu sais, t'as une porte et qui... Ça veut dire hitched as well, ça veut dire en couple. En couple, ok. Mais Et on dit jamais en anglais, on dit I'm hinged. hinged. Non, on dit I'm pas. hitched. Comme Je le suis film Hitch. Hitch, ouais. Tu te souviens avec... Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Donc, pardon, t'étais sur une appli qui s'appelle Hinged. Donc j'ai téléchargé l'appli en arrivant à New York et ensuite en fait j'ai eu peur parce qu'il y avait Omicron qui sévissait à New York et je me suis dit je vais jamais pouvoir rentrer à Paris, je vais pas pouvoir reprendre mon spectacle, je pourrais pas être là pour la sortie de mon livre, c'est catastrophique. Donc résultat, j'ai fermé. Au départ, j'étais sur l'appli, j'ai matché avec plein de gars, j'étais en mode hello et tout, puis j'avais mis mes grosses photos de, tu sais, d'actrices, tu vois, donc de grosses photos de bonasses, tu vois. Et puis 10 jours après, avant de revenir à Paris, je me suis dit oh fuck it. Et je me suis dit avant de partir, je me reconnecte sur l'appli. Okay. Non, en vrai, c'est même pas ça l'histoire. En vrai, je fais plus. Si je me reconnecte sur l'appli et je fais que des stories sur Insta mais en mode loose, en mode c'est vraiment la merde, les applis, les mecs sont cons. Parce que je tombe sur un mec qui fait du sun tanning, tu vois, un mec qui se fait bronzer. Qui se fait bronzer, donc je me fous de sa gueule en mode à base de capture d'écran de. Alors, tu prends des captures d'écran de Hinge Ouais. et tu les mets sur Insta. Ouais, Okay. mais en cachant son nom et son identité Oui. et ses photos, mais juste en mettant, tu vois, la description du gars qui Okay. aime se faire bronzer et tout. Et là, d'un coup, les stories font énormément de vues à mon échelle, les gens répondent, sont au taquet, sauf qu'au lieu de se moquer, les gens sont très premier degré, ils sont en mode Rosa, il faut que tu trouves l'amour, il faut que tu donnes une confiance à l'amour, il faut arrêter d'être cynique et désespéré comme ça, en mode concentre-toi sur l'appli, arrête de te moquer des mecs, genre vraiment donne-leur une chance, tu vois. Et je suis en mode ok. et donc je renvoie, donc je suis là sur l'appli à discuter avec un certain Jackson avec qui j'avais matché et tout machin, puis ensuite je vois d'autres mecs, je like, etc. Puis bref, finalement j'en choisis un et je lui dis écoute, je rentre à Paris dans 2 jours, mais si tu veux on se voit. Ouais, ok. Et c'était cool. Non, mais c'est très code pour on baise. Bah non. Je en rentre vrai. dans 2 jours. Ah merde, c'était même pas mon intention. Ouais, mais tu Ah dis ouais ça, t'envoies un message à un mec, tu dis déjà t'es française, pour les Américains ils sont en Ouais. mode oh my god she's French, oh my god. Et là qu'elle repart à Paris dans 2 jours, viens on se voit. Ouais. C'est pas genre on se voit pour avoir une relation longue distance. Ah ouais. Bah. Ah ouais. Really? Non mais tu sais, I'm very naive also, like. Mais alors, ok, donc toi tu envoies genre on se voit pour quelle raison? Moi, j'envoie un peu pour genre l'expérience, en mode viens, on va faire un date. En plus, c'est un mec avec qui, donc justement, en fait, ce que je trouvais cool, c'est que c'était un gars avec qui j'avais matché 10 jours avant. Et je dis, oh, désolé de pas avoir répondu pendant 10 jours, je pars dans 2 jours, tu veux prendre un verre? Et normalement, moi, je suis un mec, je suis en mode fuck, tu vois. Genre, la meuf me parle pas. Et lui était tout de suite chaud, quoi. Bah oui, parce qu'il s'est dit elle part dans 2 jours, elle veut baiser. Ah ouais, bah c'était même pas ça le but. Ah, mais, je sais, mais lui dans sa tête, c'est ce qu'il recevait comme message. Ah, ok. Alors je suis désolé, peut-être que j'ai tort, mais les mecs, soutenez-moi s'il vous plaît. No strings attached guaranteed, Elissa. Elle dit, il a raison, Raphaël. Fouline dit, on aurait tous pensé pareil. En tout cas, bref, je me connecte, je vous raconte la suite du date. Oui, alors. Donc en fait, j'y vais. Et là, je tombe sur un médecin urgentiste, en fait. Le mec était médecin urgentiste. Et c'était bizarre parce que c'était à moitié excitant. C'est-à-dire que je sais qu'en fait, c'est pas mon fantasme, c'est le fantasme de ma mère. Oh Tu non. Tu vois ou pas? Oh shit, ok. Donc toi, t'avais ta mère en tête quand tu lui parlais, moi, en fait. En fait, moi, je pense que mon problème, c'est que genre j'ai toujours un petit peu envie de baiser, genre des espèces de punk à chiens, un peu pour faire chier mes parents, en mode ah, genre, et ça vous excite pas, hein? Un gendre punk à chien qui se drogue. Bah, moi, ça m'excite. Alors que quand je fais un date avec un médecin urgentiste, je suis en mode ah, bah, ils sont contents, hein? La famille de juifs ashkénazes, on est bien dans la reproduction sociale, hein? Ah, ça vous fait plaisir, hein? J'ai peur de penser à ça pendant que je me baise, tu vois. Je suis en mode ah, t'es contente, maman, c'est un médecin urgentiste. Ouais, d'accord, ok. Mais Donc c'est un médecin urgentiste voilà, donc au départ. qui s'appelle Jackson. Il s'appelle Jackson, et qui est Nice. pas What a juif. name. Mais tu vois, et donc résultat, donc ça c'était quand même cool en fait, je me rends compte. Mais parce Donc, que moi, Donc t'es parti en date? je suis partie en date et en plus je suis arrivée un peu en retard parce que juste avant le date, j'ai décidé d'aller me faire masser. Et en fait, j'étais un peu en avance et puis il y avait un truc de massage chinois et je suis allée me faire masser parce que j'avais mal au dos. Et j'étais en mode, putain, Rosa, tu vas arriver avec 20 minutes de retard. Et en même temps, j'ai trop envie d'un massage. Et donc, résultat, Et j'arrive. donc lui, tout de suite, il a fait stéréotype français. Les Français sont en retard. Ouais. Great, another one. Ouais, mais il était hyper patient, il m'a pas mis la pression. Puis je suis arrivée, trouve un punk urgentiste. Teddy Bouchon trouve un punk urgentiste. Bah s'il y en a qui sont dans le chat, Manifestez-vous.
intéressé par tous les punks urgentistes de ce monde. Et donc non, en fait, on a pris un verre, et il était hyper à l'écoute, ça c'est trop cool. Un mec tu sais, qui te coupe pas la parole. Il était très... on était politiquement sur la même lignée. On a juste eu un débat. Vous avez déjà commencé à parler politique dès le premier date? Ouais, c'était hyper politique, le date. Et après, on a juste eu un débat, mais je sais pas si ça va pourrir ton chat. En gros, vas-y. je lui disais que dans les musées aux États-Unis, maintenant c'est non-gender, c'est hommes et femmes confondus, Les toilettes. les toilettes, ouais. Ah ouais, je savais pas. Aux Ouais, États-Unis? ouais, aux États-Unis, à New York en tout cas, il y a Ok. plus de pour pas que que tu sois obligé de t'identifier à un genre en allant aux toilettes, tu vois. Ok. Et moi, je suis un peu gênée parce que je lui disais en vrai, s'il y a des pissotoires, j'ai pas envie de voir une bite de mec, quoi. Mhm. Et il me disait, ouais, mais get over it, etc. En gros, il m'a dit que j'étais pas suffisamment woke, tu vois. Mais c'était la première fois que je rencontrais un mec plus woke que moi. D'habitude, j'étais tout le temps dans la discussion, genre, la féministe et tout. Donc, et là, j'étais face à un mec qui avait un discours plus. Et en vrai, voilà. Mais est-ce qu'il était woke ou est-ce qu'il était juste un peu pervers? En mode. J'aimerais bien que pendant que je pisse, il y a une femme qui me regarde. Ah non, il était pas pervers. Je pense il me pensait un peu réac à l'ancienne, tu vois. Pour lui, genre, l'avenir, c'est les toilettes non genrées. Alors que moi, j'étais un peu en mode, si vous faites des toilettes non genrées, faut pas faire de pissotière parce qu'en fait, on n'a pas envie de voir vos bites, quoi. D'accord, mais moi, je savais. Parce que moi, je savais pas que. Enfin, on a envie de voir vos bites, mais dans un autre cadre. Mais tu sais, ce qui est drôle. Ouais. Ce qui est drôle à Paris, il y a des toilettes genrées, Ouais. mais on voit quand même le gars pisser parce Ouais, que oui. tu vas vers les toilettes des femmes et Ouais. tu tournes à droite et il y a le truc, genre les portes des westerns, Ouais. et il y a le mec derrière et il est en train de pisser, donc tu peux le regarder dans les yeux pendant qu'il pisse. Et, Ouais. et les toilettes sont genrées Ouais. ici. Ouais, je déteste. Moi, je Moi aussi. déteste tomber. Mais est-ce que, tiens, ça c'est une question que j'ai envie de poser à un homme. Quand t'es aux toilettes et que t'es sur la pissotière, Mm. est-ce que de temps en temps tu regardes la bite du mec à côté? Non? Non, jamais. J'essaye de penser. Moi, ce que je trouvais bizarre, parce que je faisais une blague à l'époque où je trouvais ça étrange, que c'est acceptable dans les toilettes, mais c'est le seul endroit sur Terre où, avec un autre homme, il n'y a rien qui sépare les deux bites, Non, rien. à part l'oxygène. Ouais. Parce que normalement, tu as 4 couches. Tu as tes sous-vêtements, tu as ton pantalon, et de l'autre côté, sous-vêtements, pantalon. Donc, et là, c'est bizarre, on Ah, dit elles sont à l'air. et c'est acceptable. Non, je crois. Moi, en tout cas. Parce que nous, entre meufs, tu vois, les meufs, on est chacune dans nos box. Tu vois jamais la chatte d'une autre meuf quand tu vas aux toilettes, quoi. Et moi, je sais pas. Mais s'il y en avait, est-ce que tu regarderais? Bien sûr. Ah, Je passerais mon temps à faire ça. Je serais en mode, elle ressemble à quoi, elle, sa chatte? Surtout que quand t'es une meuf hétéro, tu vois jamais de chatte. Donc ça reste un endroit de curiosité dingue. et parce que nous, moi je fais pas de sport, donc je sais pas, mais de ce qu'on m'a dit dans les changing Vestiaires, rooms, dans ouais, les vestiaires oui, de, ouais. de salles de sport, Ouais. les mecs qui sont à poil pour Ah se oui, changer. oui, oui. Donc, Les sportifs, ils ont vu une tonne de bites, ça c'est clair. Ouais. alors, Tony Aquino, qui est un régulier de ce live, Rosa, a-t-elle déjà regardé du porno gay et qu'en a-t-elle pensé? Son français, il est incroyable. Il est mieux que mon français à moi. Ouais. Je suis jaloux. Bref. En fait, figure-toi, Tony Aquino, que le premier tout porno que j'ai vu de ma vie, c'était du porno gay. En fait, quand j'étais en troisième, donc j'avais, je sais pas, 14 ans, ouais. Je suis allée au vidéoclub avec mes copines de collège et c'était une après-midi où il n'y avait pas cours et on s'était dit ouh, et on était allés, on avait loué alors un DVD, quoi. C'était plus des cassettes, mais tu vois quand même ça nous vieillit, hein, parce que Donc c'était un DVD. ouais, c'était un DVD qu'on avait loué et en fait on se disait on veut regarder des mecs à poil et en fait comme on pensait qu'on était toutes amoureuses des gars, on se disait on va prendre un... Et donc on avait cherché, parce qu'on voyait des meufs à poil et on était là ouais cool, mais en fait nous on veut des mecs à poil et on était tombé sur un truc où il y avait l'air d'avoir des mecs à poil et ensuite on a mis le DVD et en fait la première... Attends, non, avant de mettre le DVD, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est tout Comment le on a processus. payé Non, c'est le processus de tu prends de l'étagère et tu vas voir le caissier et Non, en fait, ouais, et figure-toi que c'était un truc fait exprès pour ça, c'était un truc que tu pouvais prendre de l'extérieur. En fait, tu commandais, c'était une machine qui était dans la rue. Ok, Ouais. donc c'était déjà high-tech. Ouais. C'était pas Blockbuster où il fallait Non. arriver avec ta carte Non. d'abonné. Ouais. Donc c'est anonyme. Anonyme, Ok, ça marche. Alright. safe, hyper discrète. Mais est-ce que tu l'aurais fait si il fallait rentrer dans le magasin, prendre le Ouais. DVD de l'étagère? On était obsédés par les sex shops au collège. Moi, j'étais obsédée par les barésies, des trucs un peu, tu sais, que maintenant je trouverais hyper cheesy. Mais moi, je T'étais pense... au collège où, ici à Paris? Oui. Ok, ouais. Parce que moi, où j'ai grandi, Ouais. il y avait aucunement des sex shops nulle Ah part. ouais, nous, il y en avait plein Non. partout. Ouais. Nous, il fallait
fallait prendre des magazines. Ah ouais. En fait, on prenait notre pote qui avait l'air le plus âgé, qui allait acheter les magazines. Ah ouais. Et du coup, après, il distribuait et puis on se les changeait. C'était ouais. le bon vieux temps où il y avait... je crois qu'on n'osait pas aller dans le truc DVD ou cassette, VHS. Anyway, donc tu as mis ce DVD. Et donc on a mis ce DVD et en fait le premier truc, la première image, c'était un gars qui avait une espèce de petite pendule, c'est un petit truc de la justice là, tu sais Les balances. Une balance, ouais, et il avait mis les couilles dedans. Est-ce que c'était équilibré? Ou il y avait une couille qui était plus ça lourde? pendait quelque part. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, on a toutes crié, on était en mode ah! Et genre, on a non seulement éteint la télé, mais couru partout dans l'appart comme des folles, en mode non, c'est horrible! Et en fait, c'était la première image de testicules qu'on voyait de nos vies, tu vois. En fait, on n'avait jamais vu vraiment des testicules et on était en mode ah! Et ensuite, on était tout en mode PLS comme ça, à vouloir passer à autre chose. Ça me fait penser à un truc que j'ai vécu à Portland, aux US. Ah ouais? Donc j'étais dans la ville de Portland, Oregon. Et apparemment, ils sont connus pour leur club de stripteaseuses, stripteaseurs. Et en fait, j'avais mon meilleur pote, enfin un de mes meilleurs potes qui travaillait chez Nike, qui a le QG à Portland. Donc en fait, j'ai été le voir parce qu'on travaillait chez Apple avant. Et il me dit, tiens, on va sortir dans des trucs de stripteaseuses, machin. Donc premier soir que je dors chez eux, on va dans un truc de stripteaseuse et honnêtement, moi j'aime pas ça. Je l'ai fait 2 ou 3 fois dans ma vie et j'arrive. Tu es mal à l'aise. Je suis mal à l'aise, ça me fait pas du tout bander, c'est horrible. Tu penses à l'enfance qu'elle a eue, son adolescence, non, c'est son juste niveau d'éducation, les chances qu'elle a dans la vie. Je vais pas aussi loin que ça, je me dis juste j'aime pas le concept. Enfin déjà quand t'es entouré d'autres mecs qui regardent la même j'arrive pas. Ça me fait trop plaisir que tu sois comme ça et qu'il y ait des hommes comme toi, Paul. Le lendemain, il me dit, ok, t'as pas aimé le bar stripteaseuse, on va aller au bar stripteaseur parce que ici à Portland, c'est un autre niveau. Ah ouais. J'ai ok. Magic Mike. Exactly. Donc on va dans un bar stripteaseur gay et avec moi, mon pote et sa femme à lui. Ouais. Donc on y va tous les 3 et donc c'est pas trop malaisant parce que du coup on rentre à 3 mais avec une femme et donc du coup il y a pas de malentendu de qu'est-ce qui se passe ici dans ce truc là, tu vois. Et sur scène c'était un show incroyable. Mais à un moment donné le mec, je te jure, alors j'ai pas j'ai pas une barre non plus pour montrer, mais il était accroché à la barre. Ouais. Imite ce qu'il faisait le mec. Bah je peux pas parce qu'il faudrait que je me mette à poil. Parce que tu vas comprendre. Il était accroché à la barre, donc juste avec ses bras, et il pendait du côté genre voilà. Ouais. Et avec ses couilles, il commence à faire le truc que les mecs musclés avec leurs seins ils font. Tu sais quand ils font comme ça, quand ça fait hop hop hop. Il fait ça avec ses testicules. Il a ses bras accrochés aux barres et avec ses testicules, il monte et ça descend et ça monte. Comme ton truc d'équilibre, ça m'a fait penser. Attends, c'est un génie le mec. C'était incroyable. Tu veux dire qu'il a il avait pouvoir de, il savait jouer sur la musculation de ses testicules. Alors, normalement, c'est un truc sur lequel t'as pas d'emprise, quoi. Alors peut-être que dans sa main, il y avait une charge électrique. Et ça fait genre droite-gauche, et avec la charge électrique, ça fait remonter la couille et l'autre, parce que les muscles là-dedans... Il n'y a pas de muscles. C'est quand même beaucoup de tendons dilatés, avec beaucoup de matière... C'était mal. Et donc évidemment, le soir, quand je suis rentré... C'est impressionnant, t'as essayé de faire pareil. Bah évidemment, je me suis dit, on peut faire ça. Donc je suis rentré le soir, et dans la salle de bain, j'ai fait... Non, ça bouge pas. Mais comme mes pectoraux, j'arrive pas à les bouger non plus. C'était... incroyable. C'est marrant, attends, il y a quelqu'un qui a dit un truc trop drôle. Ouais, vas-y. Faut le faire passer dans la France à un incroyable talent, le jongleur de coucougnettes. Le jongleur de coucougnettes. Jongleur de coucougnettes. Alors coucougnette, tu connaissais pas ce mot? Ça veut dire tu connaissais pas? Non. Paul, tu connaissais pas coucougnettes? Non, je connaissais couilles. Je connaissais les boules. Coucougnette, c'est vraiment la langue française dans son. On est dans la base. Ta nana, elle t'a jamais dit « Oh, elles sont trop mignonnes tes coucougnettes » Non, parce que je crois que si elle me disait ça comme ça, je la quitte. Oh, genre... Elles sont trop mignonnes tes coucougnettes. Parce que les coucougnettes sont pas mignonnes. J'ai jamais dit ça. Non, c'est laid, des coucougnettes. Mais bon, il faut quand même... Parce que ça a l'air trop gentil, trop mignon, les coucougnettes.
Coucounettes, mais parce Donne-moi. que... Ah oui, mais c'est gentil des coucougnettes, ça fait rien de mal des coucougnettes. En vrai, il n'y a rien de plus inoffensif que des coucougnettes. Tu peux pas foutre un coup de coucougnette. Ça fera juste genre... Donne-moi. Est-ce que tu peux frapper quelqu'un? Donne-moi une phrase avec un contexte où tu utilises le mot coucougnette. Mais une vraie phrase, pas juste un truc genre elles sont trop mignonnes tes coucougnettes parce que personne dit ça. Ok, alors vas-y, je suis un mec, je rentre dans la piscine. Ah, c'est un truc de mec. Ouais, c'est un truc de mec, les mecs utilisent aussi coucougnette, c'est pas un truc de meuf. Hein. Ok. Les mecs parlent de leurs couilles, ils disent coucougnette. Oui, mais ouais, peut-être. Bah, moi je suis un mec, je rentre dans la piscine, il fait froid, je fais oh, j'ai froid mes coucougnettes. Mais j'ai l'impression que son pote à lui il va dire tu veux un soutien-gorge avec cette phrase ou pas? Non, c'est pas un truc comme ça, Paul. Non, coucougnette, ça. C'est pas genre féminin parce qu'il y a un niet dedans. Bah on dirait, c'est pas très viril comme Oui, nom. mais les hommes, en fait, vous faites semblant d'être viril. Ça n'existe pas la virilité. La virilité, c'est une construction que vous essayez de vous imposer pour faire genre dans la société, mais en fait, il y en a aucun d'entre vous qui est véritablement viril. Alors, ça se trouve, hein. Mais moi, oui. je vois des comptes Instagram avec des gens qui sont très virils. Oui, Mais c'est peut-être à l'intérieur, pas du tout. Pas du tout. Tous les jours, ils disent coucougnette. Euh, Oui, is more of an adult world. You would yes, elle a raison. Qui ça Attends. Go, je te laisse. Inès. Go on. You would use coucougnette when talking to a child. Ouais, peut-être que j'ai beaucoup infantilisé les hommes avec qui j'ai été en leur disant coucougnette. Non, à base de couilles. Mais c'est vrai que les petits garçons, ils ont des coucougnettes. Les filles, elles ont Mais des grosses. parfois grosses, parfois petites, mais en tout cas des coucougnettes. Et les filles, elles ont des zézettes. Tu sais ça, zizi, zézette. Bah oui, tu j'ai une connais. fille, donc. Bah, elle a une zézette. Ma fille, elle dit papa zizi, maman zizette. Donc ouais, je connais bien ce Elle mot-là. parle bien, ta fille, elle a quel âge maintenant? Elle a 2 ans et demi. Ah ouais, Ouais. Elle a les basiques, quoi. Ouais, et puis elle aime bien me taper dans le zizi maintenant. Elle fait exprès de me taper dedans. Genre, je dis, mais arrête, ça se fait pas en fait. Et puis elle fait papa zizi, garçon, maman zizette, fille. Donc elle comprend le truc. Ah ouais, faut qu'elle se déconstruise à fond, quoi. Là, elle a vachement genré son discours. Ouais, quoi. de ouf. Et en vrai, moi, j'étais que habitué. J'avais jamais vu de petits garçons nus. Ouais. Donc j'étais habitué à ma fille. Je me suis dit, ouais, ok, bah, c'est une version plus petite que la version adulte. Mhm. Mais j'ai vu un petit, parce qu'on a des potes qui ont un garçon, Mhm. et les couilles sont énormes. Par rapport à son zizi, les couilles sont énormes. Quoi? J'ai fait, wow, Jesus Christ. Alors, je sais pas s'il a un problème, ça se trouve qu'il a un problème ou pas, mais confirmez-moi, les gens qui ont eu des enfants, des garçons hommes, Oui, non, mais en t'as fait, compris ce que je veux dire? oui. Des- En fait, je crois que c'est normal parce que moi, ma meilleure amie, elle a eu un bébé et c'est vrai que les couilles sont plus vite formées que le zizi. En fait, le zizi, on dirait un petit truc, genre, on Ouais. dirait une mini trompe d'éléphant. Un truc, si on dit ça, tu Oui, vois? ouais. On dirait un petit. Et alors que les couilles, il y a déjà un. Là, tu vois. Mais en fait, c'était genre. C'est normal, Paul. C'est normal, Franck, il dit. Ok, super. Parce que là, c'était des grosses couilles avec un tout petit zizi. Et quand on grandit, nous, c'est l'inverse. C'est que le zizi pend par-dessus des couilles. Enfin, c'est moche. Oui, c'est moche, mais de toute façon, les sexes sont moches. Moi, je trouve que les zizettes aussi, c'est moche, quoi. Je valide, Paul. William. Merci, William, d'avoir. Attends, il y a des gens qui essayent de cancel Adèle. Ouais, attends. J'ai mis ça parce que. T'as vu, je sais pas ce que t'as vu. Je sais pas si t'as vu The Brit Awards. The Brit Awards, qui sont pas les Molières, Oh. les comment t'appelles ça, les... Les César. Non, pour la musique. Les victoires. Les victoires de Les la victoires musique. de la musique version britannique. Ok. Elle a gagné Tout genre meilleur album, meilleure Ouais. chanson, meilleure... elle a gagné 3 prix. En gros, Ok. les top 3, Ouais, machin. ouais. Et c'était la première année aux Brit Awards où ils ont enlevé les genres. Ok. Parce que l'année dernière, Sam Smith, Ah ouais. qui a fait son coming out, je crois, l'année dernière, où... Non-binaire. alors, je sais pas exactement s'il est non-binaire ou gender fluid ou Ok. je sais pas trop quoi. Bref, lui, 2021, il voulait pas participer aux Brit Awards parce qu'il se sentait pas homme ou femme. Ok. Donc, meilleure chanteuse, meilleur chanteur, il Ok. a dit je boycotte les Brit Awards. Ok. Donc, c'est une partie à cause de ça, mais les Brit Awards, ils ont dit on va pas faire meilleur artiste masculin, féminin, on va juste faire meilleur artiste tout court. Ok. Adele, elle a tout niqué. Mhm. Et pendant son speech de reconnaissance, elle a dit je comprends pourquoi The Brit Awards, ils ont décidé d'enlever les genres, mais moi, je me sens femme et j'adore être une artiste féminine. Elle s'est fait défoncer.
Visiblement. J'ai pas vu le backlash contre elle, mais c'est sûr, enfin tout est... Tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi quand t'es dans l'œil public maintenant et c'est genre « Ah, tel groupe de personnes vont être... C'est chaud. C'est dur, hein? C'est dur, ouais, c'est dur. Après, il faut être souple. Moi, je sais qu'en effet, je reçois des personnes non-binaires dans mon podcast qui, en effet, n'aiment pas être... Parce que mon podcast s'appelle « Les mecs que je veux ken », mais il y a des éditions « Les meufs que je veux ken », et on m'a suffisamment reproché que c'était très genré. Donc, j'essaie de... Je comprends. Et les personnes que je veux ken. Ouais, et donc résultat, et donc j'essaie de trouver des couleurs parce qu'en plus, en vrai, j'ai mis des couleurs, oui, j'ai mis une espèce de orange pour les mecs et de bleu-violet, je sais plus pour les meufs. Bref, j'ai fait des couleurs différentes, des trucs, mais c'était juste pour marquer les éditions, c'était pas pour genrer. Mais donc en effet, j'ai des invités, j'ai des invités non-binaires qui sont venus et qui ont été très très cool, enfin, et qui moi m'ont appris plein de choses. Et en vrai, les non-binaires, il y a plein de non-binaires qui sont ultra détentes. Qui te disent qu'en fait, être non-binaire, c'est de temps en temps s'identifier à un homme et de temps en temps s'identifier à une femme et de temps en temps ne pas avoir envie de s'identifier. Ouais. Et résultat, en fait, eux, ils s'en foutent ce à quoi tu les identifies parce qu'ils sont en mode, bah oui, justement, c'est ça, c'est fluide. Mais tu as des gens qui sont un petit peu moins souples et qui ne veulent pas que tu les identifies de force. Et donc, pour ces gens-là, j'essaie de trouver un nouveau code couleur, une présentation, quelque chose qui permette d'ouvrir parce que, évidemment, c'est une conversation. Ouais, les gens que je veux ken. Ouais, mais bon, c'est dur, quoi. Parce que après, si tu dis les gens que je veux ken, ça veut dire que toi aussi, tu t'identifies, genre, je suis pas hétéro. Et en fait, et on me le reprochera aussi. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es hétéro et que tu t'appropries, par exemple, la détermination queer, eh ben, c'est pas du tout OK. Tu vois, par exemple, j'ai fait un podcast récemment avec une nana qui me disait « Ah ouais, Rosa, tu te revendiques comme hétéro, mais est-ce que t'as pas l'impression que c'est un peu arriéré ? Moi, je me revendique comme queer. » Et j'étais en mode « Bah écoute, si tu subis les oppressions que subissent les queers, c'est-à-dire le fait... de te faire mal voir si tu prends un café, un dîner ou que tu tiens une personne du même sexe dans la rue, c'est-à-dire si tu subis les oppressions que subissent les queers, tu peux te revendiquer comme queer. Mais si tu es en couple depuis 5 ans avec ton gars et que tu as l'impression que c'est à la mode de dire d'être queer, non, pardon, en fait, ça va pas, tu vois. Moi, je dis pas que je suis queer parce que je n'ai pas subi les oppressions que subissent les queers. En fait, quand je dis que je suis hétéro, c'est pas par revendication, c'est par modestie et et par respect. Parce que je suis une alliée au queer et que je sais que c'est dur, en fait. C'est pas un phénomène de mode. C'est une vie, en fait, que tu as où tu es une vie dans la différence. J'ai pas à revendiquer cette différence si je ne la subis pas. Ouais. Mais tu vois, donc en fait, il y a tout un truc où à la fois... c'est compliqué. Alors récemment, qu'est-ce qu'il dit, Elissa ? Ce genre de backlash est contre-productif, ça va faire que rendre les gens extrémistes. Ouais, je suis d'accord. Alors, à un autre niveau complètement qui n'a rien à voir avec les trucs que subissent ces gens-là, mais depuis que je suis arrivé en France, on me traite de roux. Ah ouais ? Ouais, de ouf. Je suis roux. Et moi, j'ai du mal à assumer ça parce que moi, mon meilleur pote depuis... Enfin, mon ami que je connais depuis le plus longtemps, depuis qu'on a 12 ans, lui, il est roux, vraiment roux. Et lui, à l'école... il se faisait bien harceler et taper dessus parce qu'il était roux. Et moi, comme je suis pas roux, j'ai du mal à assumer ce truc de « ouais, je suis roux ». Parce que c'est juste la barbe qui est rousse. Et donc, quand j'étais jeune, j'avais juste les cheveux de cette couleur-là et mes cheveux, ils sont pas roux. Et donc, du coup, j'ai pas subi ce truc de stigmatisation. De me faire tabasser. Tu sais, parce qu'en Angleterre, même s'il y a beaucoup de roux, ouais, il y en a un paquet de roux. On les stigmatise quand même. Ah ouais? Yeah. C'est débile. Oh, you ginger prick, you fucking ginger minge. Tu sais, c'est... débile. Ouais, c'est vraiment débile. Parce que c'est une forme de racisme ou... Qu'est-ce que je sais pas. Racisme anti-roux, quoi. Ouais, mais non, mais en vrai, et donc du coup, ce que tu m'as dit, ça m'a parlé. Forcément, c'est un autre niveau parce que je crois qu'être roux ou pas roux, tu te fais stigmatiser d'une autre manière et c'est peut-être c'est une violence, mais d'un autre niveau. Bien sûr. Mais quand je suis en France, j'arrête pas de dire, arrêtez de dire je suis roux, un peu pour une blague, pour dire, bah écoute, non, parce que à l'école, personne me faisait chier. Lorsque mon meilleur pote, tout le monde le tapait dessus et puis c'était vraiment... il se faisait bullied, je sais pas comment tu dis ça. Ouais, harcelé. Harcelé à l'école parce qu'il est hétéro. Et donc je m'identifie pas à ça parce que j'ai pas eu ça. Moi, on m'a harcelé parce que j'étais pas... J'ai vécu un peu en France, donc j'étais un peu le français. Et puis après, j'étais le nouveau à l'école, donc c'était pour d'autres raisons. Et donc du coup, je comprends ce...
entre guillemets, cette lutte de dire bah ouais, je vais pas dire que je suis queer parce que j'ai pas subi le mauvais côté de s'assumer en fait. Ouais, la cancel culture, bien sûr qu'il y a un côté négatif, mais ça crée de la démocratie, ça crée du débat, ça crée des gens qui sont pour, contre, mais qui, en fait, ça crée de la pensée, quoi. Mhm. Alors, moi, je pense pas qu'il faut qu'il y ait rien qui soit supprimé, mais je pense que si la société change et que les gens changent et se questionnent, bah, c'est trop cool. Moi, tu vois, je suis pour le fait de, quand il y a un truc qui est établi, essayer de le détruire. Tu vois, j'ai l'impression qu'en ce moment, la société, ce qui est établi maintenant dans les relations de dating, etc., c'est le ghosting, tu vois. Les gens se disent plus bonjour ni au revoir. C'est-à-dire que ça se fait par hasard et ça se défait avec le temps. Mais moi, je trouve ça, faut qu'on détruise tous ça. Tu vois, faut qu'on tous, on se dise bonjour, au revoir. Tu vois, quand on a envie de se rencontrer, on se dit bonjour, et quand on a envie que ça se termine, on se dit au revoir. Mais on fait plus de ghosting, tu vois, on institutionnalise, tu vois. Et parfois, faut des moments de résistance, quoi. Quand tu sens qu'on s'empêtre tous, j'ai l'impression avec les applis et la violence et le côté anonyme, tu vois. Parce que toi, t'es en couple depuis 12 ans, tu sais plus, mais... Moi, j'ai aucune idée. Quand je regarde des humoristes parler de Tinder et tout ça, je suis là... Oh, moi, quel enfer. Quand je me suis mis ensemble avec ma femme, Ouais. l'App Store n'existait pas. Wow. Le premier iPhone était sorti, mais l'App Store, où tu pouvais télécharger d'autres applications, n'existait pas. Donc c'est à tel point on est vieux. L'App Store n'existait pas. Il y avait pas d'Android, ça n'existait pas. Il y avait iPhone et les applis intégrées. Donc tu avais Internet et Google Maps. Et ton téléphone, c'est tout. T'avais même pas, ça n'existait pas les trucs de. Après, il y avait les sites web genre Mythique, App de ta mec et tout ça. Il y avait des sites web. Ouais. Il y avait des sites web Font la même chose. Ouais, en fait, les sites web et les applis de rencontre ont rendu ok le fait de les gens se parlent plus et t'as pas à rompre, t'as pas à donner un mot de c'est fini, ça s'arrête, je n'ai plus envie. Les gens Ils juste arrêtent de communiquer, ouais. Cessent de communiquer. Moi, je suis en lutte contre ça. Je pense qu'il faut mettre des mots, tu vois. Je pense qu'il faut s'exprimer, il faut dire j'ai envie, j'ai plus envie, ça ne correspond pas à ce que je veux en ce moment, ce n'est pas ce que je recherche. Oui, mais en fait, je voudrais ça comme ça. Pardon, mais tu ne corresponds pas à... En fait, que les gens s'expriment, tu vois. Plutôt que... Parce que pour moi, le ghosting, le fait de cesser de mettre des mots dans lesquels les mecs et les meufs s'engouffrent, c'est juste devenir des machines, quoi. Alors oui, certes, ça part des applis, mais nous, on reste humains. Il faut pas l'oublier, quoi. Ladies and gentlemen, je vais vous envoyer le lien là tout de suite dans le chat pour pouvoir poser des questions en direct à Rosa ou à moi, comme vous voulez. Et moi, je vais vous voir en arrivant. Et puis, du coup, on choisira les gens qui vont poser des questions. S'il y a des gens qui sont là, qui veulent poser des questions, to the wonderful Rosa Burstein. Vas-y, Laetitia, qu'est-ce que tu as comme question En tant qu'humoriste, en fait, quand tu écris et que tu te relis, est-ce que tu te poses vraiment la question, est-ce que ça risque d'être problématique? Est-ce qu'il y a une autocensure ou en fait pas du tout? Do you want to answer? You can answer first. I always ask myself the question. Je me pose tout le temps la question. Je pense que c'est cool, en vrai. Il n'y a rien de grave, mais je pense que c'est ok de se poser la question et de se dire, tiens, j'ai envie de me sentir libre, mais j'ai pas envie de véhiculer un cliché. J'ai envie de pouvoir me moquer sans être méchant. J'ai envie de pouvoir jongler entre le fait de parler de tout, mais de parler de choses aussi sur lesquelles peut-être qui me concernent et sur les choses qui me concernent pas, peut-être de pas trop m'avancer. Enfin, pour moi, c'est assez excitant ce qui se passe en ce moment, parce que j'ai l'impression qu'en tant qu'humoriste, on est juste plus conscient que en fait, l'humour, attention, c'est des mots, c'est un moyen de communication qui peut être... qui peut faire du mal, quoi. Moi, parfois, en fait, ça m'est arrivé d'être dans des comédie clubs et d'entendre des blagues et d'être là, ouh, en vrai, c'est un cliché sexiste. Ou parfois, ça m'est arrivé d'entendre des clichés antisémites qui véhiculent, en fait, de la haine, au fond. Parce que même si on rigole et que ça a l'air sympa, en vrai, les gens chez eux, ils rentrent et ils pensent que les femmes sont attirées par les hommes riches, les juifs aiment l'argent. Des choses qui, certes, ont été dites sous forme de blagues, mais qui en fait créent pas forcément du plus, quoi. Donc moi je trouve ça cool que les humoristes se prennent un peu la tête en ce moment à se dire ok, qu'est-ce que valent mes blagues, pourquoi je les dis, d'où ça vient, et si je m'autorise celle-là et qu'elle a un peu osé, comment je la fais passer. Donc ouais, je pense que c'est cool et c'est honnête de se poser toutes ces questions là.
Non, Paul? Ouais, je me demande, parce que la première partie de ta réponse, je me suis dit, putain, tu penses beaucoup à... Est-ce que ça t'auto-censure pas beaucoup de trucs En vrai, pas vraiment. Parce qu'en fait, je me rends compte que la plupart de mes blagues, c'est des blagues d'autodérision. Mhm. Et que ensuite je fais des blagues de temps en temps sur le monde extérieur, mais j'ai l'impression que comme justement je tire à des endroits précis, il n'y a pas de malentendu possible. Ouais. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me ferait chier de blesser, genre j'en sais rien, une communauté déjà ultra stigmatisée Mhm. pour un truc qui puisse faire plaisir. Ouais. Après, j'ai l'impression qu'il faut quand même se sentir libre, mais pour moi, c'est pas de l'autocensure, c'est de l'auto-vigilance éthique, tu vois, avec de la liberté, hein. L'idée, c'est pas de... Moi, je fais pas des blagues pour être applaudi. Je fais des blagues sur mes endroits de névrose, de contradiction, de noirceur, tu vois. Ouais. Donc, en fait, quand les gens ils rigolent face à quelque chose qui les confronte à un truc un peu problématique chez eux, tu vois. Mhm. C'est pas... je veux pas être là, érigée comme un modèle et qu'on me dise bravo. Mais par contre, je veux pas non plus faire une blague et que les gens rentrent chez eux avec un énième cliché sur un truc ultra random, tu vois. Mhm. Mais je trouve que tu fais gaffe aussi, hein. Oui, je fais gaffe, Tu mais... parles toujours de toi. Je parle de moi, mais il y a des blagues dans mon spectacle, notamment, où je sais qu'il y a des gens d'une certaine... qui ont vécu un certain truc dans leur vie, ils vont pouvoir dire « Moi, j'ai vécu ça, il faut pas rigoler de ça, tu vois. » Mais Oui. après, je dis « Bah, je fais d'autres blagues aussi Ouais. sur la pédophilie, sur Oui. d'autres trucs aussi. » Et t'as rigolé à toutes ces blagues, mais Ouais. quand le problème Ouais. t'appartient, Non, mais bien sûr. là, tu la trouves pas drôle Non, et mais tu bien veux sûr. te revendiquer. Donc, Il faut prendre une limite. Je vois ce que tu veux mais dire. c'est sûr, c'est sûr. Il faut mettre une distance par rapport par exemple, moi, je sais plus, j'ai fait une blague, tu vois, je fais des blagues ultra trash parfois dans mon spectacle. Mhm. Et d'un coup, en fait, ce qu'on va m'accuser sur YouTube, c'est d'avoir fait une blague sur les huiles essentielles. Et genre, les gens sont là en mode waouh, les huiles essentielles, en fait, c'est hyper dans le machin. Et les gens vont s'exciter sur les huiles essentielles. Ouais. Et je suis en mode ok, ça, je suis pas censée le prendre en considération. Oui, Ouais. on s'en fout. Voilà. On s'en fout. Un peu, oui, je suis d'accord avec toi, qu'il y a des Il y a des catégories. excès. Il y a Ouais, des- c'est en ça. fait, il y a des excès Mhm. des gens. En fait, si les gens comprennent pas ce que c'est que l'humour, si les gens veulent prendre tout au premier degré, si les gens voient pas qu'en fait, l'humour, c'est une forme artistique, quoi. Si tu prends un truc, tu le déformes pour le rendre marrant Ouais. et tu lui donnes une ampleur un peu burlesque, un peu grotesque, un peu élargie, un peu fausse. Donc, soit les gens font ce travail avec toi, font ce chemin pour Mhm. arriver à trouver ça marrant, soit les gens veulent vraiment le réduire à une vision hyper premier degré, et là, tu as envie de leur dire, bah, excuse-moi, si t'aimes pas l'humour, en fait, je vais pas prendre en compte ton avis. Ouais. Par contre, si les gens ont de l'humour et sont en mode, oh waouh, ton spectacle me fait hyper rire, j'adore ce que tu fais, hein, cette blague, je sais pas pourquoi, mais je la trouve un peu blessante, t'as le droit aussi de te dire, ah ouais, et d'aller réfléchir, quoi. Mm. Et il y a aucun Ouais. problème. Voilà, Laetitia, c'est une longue réponse à ta très bonne question. Merci d'avoir. C'est super intéressant, ouais. Bah merci à toi d'avoir participé au live. William. Oui. Du coup, j'avais une petite question. Est-ce que, à l'image du livre de Rosa, que j'ai juste là, Oh C'est adorable. est-ce que tu te sentirais prêt, toi, Paul, à rédiger un livre comme ça, racontant ton vécu, ton passé entre la France, l'Angleterre, comment tu t'y es adapté et à venir au stand-up aujourd'hui? Hyper intéressant. C'est une très bonne question. Honnêtement, j'y ai pas trop pensé. Je me souviens qu'il y a plusieurs années, quand je faisais la série What the Fuck France sur Canal+, j'avais beaucoup de demandes de faire un livre de cette série-là, un peu les clichés, les différences entre la France et l'Angleterre. Et pour moi, c'était vraiment un programme audiovisuel. C'était rien à voir avec un truc livre. Donc j'ai dit non à tout le monde parce que, je suis pas très lecteur, je lis pas beaucoup moi-même. Je suis plus j'aime bien les livres audio parce que je sais pas, je me perds trop vite dans mes pensées quand je suis en train de lire. Je sais pas, c'est un truc bizarre. Donc les seuls trucs que je lis vraiment, c'est des autobiographies de gens que j'aime ou genre des trucs self-help un peu qui ne sont pas des non-fictions et des trucs comme ça. Donc peut-être un jour dans un livre comme ça, mais j'ai jamais pensé du côté de raconter moi ma propre expérience en tant qu'expat en France. En vrai, ça a déjà été fait dans une version fiction avec un livre qui s'appelle A Year in the Merde. Ça, c'est le titre anglais. Le titre français, je crois que c'est God Save la France. C'est un auteur qui s'appelle Stephen Clark, que j'aimerais bien un jour avoir sur le podcast. Et lui, en fait, il a fictionné son histoire de venir en France, etc. Donc, entre guillemets, ça a déjà été fait. Donc, je ne sais pas ce que je pourrais rajouter en plus.
toute la partie stand-up, etc. Après, ton vécu à toi, perso, qui est différent, le fait d'avoir pu faire des plateaux, etc., comme j'ai pu voir, puisque j'étais présent la fois où tu es passé à la nouvelle scène, puisque je suis... du coup, j'avais commenté tout à l'heure, je suis Rosa depuis quelques temps, depuis le podcast avec Seb Melia. J'ai eu l'occasion de venir à la nouvelle scène et aux 2 derniers plateaux. Et donc, du coup, ouais, la corrélation qu'il y a entre ton parcours, ton vécu, et je pense il y a peut-être des moyens d'en faire un bouquin aussi avec ton vécu perso, tes anecdotes, etc. Je pense qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Peut-être. Ouais, c'est pas mal. C'est juste qu'il me faudrait quelqu'un pour m'aider à écrire. Enfin, moi, je sais pas écrire l'anglais, oui, mais le T'es une français. t'es une autrice juste à côté de toi. You can be my ghostwriter. Absolutely. Peut-être un jour, je sais pas. On va Écoute, croiser les doigts. maybe. William. Who else have we got? Oh, we got Elisa. Je voulais vous proposer un jeu de Never Have I Ever, parce que c'est Saint-Valentin. Donc, juste une phrase, and then I'll disappear and stop bothering you with my shitty technology. Never have, I think Paul knows the game, so you can explain maybe. Never have I ever sent a nude pic. Donc, tu connais le principe de Never Have I Never? C'est comme action vérité. C'est en gros Never Have I Never, comme elle a dit, la phrase Never Have I Never sent a nude pic. Si tu l'as fait, tu dois boire. Si tu l'as pas fait, tu bois pas. Alright. Ok, cool. Je crois que c'est ça les règles. Je viens d'inventer les règles. Donc, never okay, have I ever sent a can you nude see pic. she's drinking with us. Never. Elle voit la bouteille, le vin. Jesus Christ. I have never sent a nude pics. Well, I have done it, so I'm not drinking. So you have to drink. Oh, I do. If you've okay. done it, you need to drink. Yes, I have done it. Yes. I've never sent a nude pic. No, what? I've never sent a No. nude pic, honestly. Really? I was thinking about it very hard. No, but like some parts of you. Not. It doesn't have to be your whole body. Well, no, but a nude. No, nude. Tu dis pas à un mec, Non, mais moi, genre, j'ai- il m'a envoyé un nude quand c'est son Moi, bras. par exemple, j'ai jamais envoyé une photo de ma chatte, mais j'ai déjà envoyé une photo de mes boobs, tu vois, de mes Ouais, seins. mais chat boobs, vous Je avez considère- 2 options. Nous, on a une option. Non, on a le cul aussi. Je crois Ouais. qu'on a le cul. Ouais. Non, j'ai jamais envoyé un nude. J'en ai pris, mais j'en Ouais. ai jamais envoyé. Donc, je bois pas. Alright, let's say thanks very much. Appreciate it. See you later, bye. Louane, on va t'ajouter à la gauche. Louane, salut, comment ça va? Salut, salut. Ça va? Hey, le son il est parfait, l'image est parfaite. Alors. Louane, dis-nous ce que tu as en tête. Alors, je voulais vous demander quel est votre processus d'écriture quand vous voulez écrire un sketch avec un minutage donné, par exemple. Comment ça se passe de zéro? Est-ce que vous trouvez l'idée à partir d'une anecdote qui vous est arrivée? Ou alors, si vous partiez vraiment de zéro et que vous avez une deadline, est-ce que vous inventez quelque chose de rien? Voilà, je veux savoir quel était le processus jusqu'au moment où vous testez votre sketch. Vas-y. Moi, en fait, j'ai créé un plateau à la Nouvelle Scène. En fait, c'est le plateau de mon podcast. Ça veut dire que j'invite des invités qui sont venus dans mon podcast à venir jouer un extrait de leur spectacle. Et ça me force à chaque fois, vu que je sais que les spectateurs sont des gens qui, en général, ont venu mon spectacle, ça me force à leur proposer un contenu neuf et à écrire 10 nouvelles minutes. Et c'est un bon coup de pied au cul. Parce qu'en effet, exact, c'est une très bonne question. Une fois qu'on est dans nos spectacles et que nos spectacles fonctionnent, qu'il y a le public, tu peux te dire, bon, bah, c'est la route, quoi. En fait, il n'y a plus rien qui change. Et c'est très dur de trouver la motivation, l'échéance pour écrire de nouveau. Il faut savoir que Paul et moi, on s'est rencontrés sur les plateaux, mais maintenant, tous les deux, on fait plus de plateaux. C'est pour ça que je suis trop heureuse de te voir ce soir. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Ça fait très longtemps, ouais. Et avant, on se voyait sur les plateaux, mais on n'en fait plus trop. Et c'est compliqué de trouver les échéances. Donc moi, je me les force. Je me dis, OK, à ce moment-là, écrire un truc nouveau, c'est toujours effrayant. Mais toi, en hyper plus, tu le important. fais une fois pendant ce plateau-là Ouais. et tu le fais plus jamais. Ou si c'est... Ça infuse. Parfois, ça influe sur le spectacle. Tu sais, ça rajoute un mini truc Ouais. quelque part. Mais en plus, tu diffuses ce Et je passage-là le sur ton... ouais. Ça, c'est très, très courageux. Hein. Ouais. Jeuse. Ouais, c'est courageux parce qu'en fait, genre, je réunis pour mon plateau des humoristes ultra talentueux qui viennent jouer les 15 minutes les plus efficaces de leur spectacle. Et moi, j'écris un texte pour cette occasion. Mais le public est toujours hyper preneur.
Donc là, j'ai diffusé aujourd'hui, lundi, un nouveau texte que j'ai écrit sur les débuts. Et le nouveau texte, c'était sur l'angoisse quand tu attends une réponse à un message et que tu n'as pas de message. Et tous les scénarios que tu te fais dans ta tête, de parano, de c'est lui, c'est un connard, et puis moi, je suis vraiment une grosse conne. Et à la base, cette idée-là, elle est venue d'où ? C'est parce qu'il y a un truc qui s'est arrivé où tu t'es dit, j'ai envie d'écrire là-dessus, essaye de trouver des blagues, ou est-ce que c'est une expérience qui t'est arrivée et après, t'as... Ok. En fait, le chemin de l'écriture, il est simple. Pour moi, c'est toujours une souffrance. Au début, c'est quelque chose qui me fait souffrir. C'est un trauma, c'est une espèce de... Pas forcément très grave, mais ça peut être un endroit d'énervement, c'est un endroit de frustration. Et je me dis, ok, pour m'en libérer, je vais en faire une blague. Je vais l'élargir. Et en fait, tu vois, par exemple, je trouvais que moi, dans l'attente d'un message, j'étais pas très cool, j'étais pas très... J'aurais aimé être cette nana qui en a rien à foutre. Mais non, j'attends le message. Et pour essayer de me moquer de moi, je transforme ça en texte comique. Et ça me libère, tu vois. Ça me libère. J'ai l'impression qu'avec l'humour, le fait de me caricaturer ma folie et de voir qu'en face, ça fait écho et qu'il y a plein d'autres gens aussi fous que moi, je me dis, ah ok, c'est cool. Mais tous les trucs qui me rendent heureuse, en général, ça fait pas trop matière à écriture. Je leur donne peu de place dans ma vie. En fait, quand il y a un truc qui me rend heureuse, je suis en mode, ah, je le garde pour moi comme un truc un peu superstitieux. Personne ne doit savoir que ça me rend heureuse. Tu vois. Alors qu'un truc qui me fait de la peine, je suis en mode, crions sur les toits, pourquoi ? Et essayons d'expliquer, d'analyser qu'est-ce qui est compliqué. Tu vois. Et toi ? Moi, c'est... En fait, c'est pas forcément... Ouais, c'est pas un truc forcément qui m'a rendu malheureux, mais c'est toujours un truc que je me dis... Ah, en fait, surtout que j'habite en France, c'est surtout les moments où moi, je passe pour un con. Et je fais, ah putain, ouais, ok, tout le monde a rigolé parce que j'ai dit ce mot-là ou j'ai dit un truc qu'il fallait pas dire. Je le note dans mon téléphone et après, en vrai, à la création du spectacle, c'est là où je me dis, je vais trouver tous ces moments-là et je vais essayer de créer une histoire avec... Mais en vrai, de vrai, quand on dit hey Paul, tu veux faire ce plateau et pareil, toi, hey, tu veux faire ce plateau, tu fais 10 minutes et c'est ce plateau-là. En vrai, on prend souvent 10 minutes de notre spectacle qui est déjà écrit, qui est déjà. On sait qu'il fonctionne déjà. Et comment on sait que ça fonctionne déjà ? C'est parce qu'on l'a déjà testé soit dans notre spectacle ou soit dans d'autres plateaux et on s'est pris des zéro rire pendant 50 fois. Et la 51e fois, on a trouvé une façon de raconter l'histoire d'une façon qui fonctionne pour le public. D'accord, merci beaucoup. Et Luan, great question. Merci beaucoup. Merci à toi. Ladies and gentlemen, est-ce qu'on ferait pas une dernière question ? Dernière question dans le chat, mais une bonne question, genre fucking an amazing question to close off this episode. J'ai vu Marie Charlemagne. Selon vous, le meilleur moyen de célébrer l'amour en couple ? Ça, c'est positif. Ça, c'est trop beau. Vas-y, Paul, commence. Non. Ok, non. Vas-y, toi. Vas-y. Le meilleur moyen de célébrer l'amour en couple ? En fait, à faire des trucs normaux de tous les jours, mais en se rendre compte que c'est des trucs normaux de tous les jours. En fait, si tu perfectionnes le quotidien, c'est ça qui va rendre un truc qui dure longtemps, en fait. Dans le sens où, oui, c'est sûr que pour la Saint-Valentin, on peut sortir le champagne, on peut aller dans un resto 5 étoiles, machin, on peut sortir plein de trucs. Et pour des événements, on peut sortir beaucoup. Mais en vrai, le matin, quand tu pues de la gueule, c'est quoi l'attention que tu fais avec la personne avec qui tu es en couple ? Comment tu lui dis bonjour le matin ? Comment tu lui dis genre bonne nuit le soir ? Je crois que c'est le quotidien qui compte, parce que si tu maîtrises le quotidien et si dans le quotidien vous vous entendez bien, en fait après c'est ça qui va durer plus longtemps. Que si tu mets trop sur les dates, admettons tu fais 10 dates avec quelqu'un pour la première fois, et là, le premier date, c'est cool, resto, sympa, machin. Deuxième date, un bar à cocktail, je connais le mec, il va faire un cocktail de ouf. Troisième, et au bout du 10e date, tu dis, ok, c'était ouf, les 10 dates, c'est mieux qu'aucun date que j'ai fait avec la personne avec qui je suis depuis 15 ans, mais ça fait un mois qu'on se voit et ça fait 10 dates extraordinaires, mais qu'est-ce qui se passe après, en fait ? Complètement, je suis d'accord avec toi.
En fait, je pense que c'est les détails. C'est les petits détails. C'est vrai que c'est pas... ça sert à rien de grand gestures. Tu vois, comment on dit grand gestures? Grand gestures, yeah. Grand gestures. Les grosses... En fait, les gros moyens. Ouais, les effets de bluff du début, les grandes déclarations. Il faut... l'amour, c'est quand même dans les détails. C'est dans, tiens, j'ai remarqué que ça lui faisait plaisir. C'est dans les concessions, quoi. Mais en vrai, c'est pas... Je crois que ce qui est romantique, c'est tout sauf les films et la passion. Ce qui est romantique, c'est le travail minutieux du couple, quoi. De faire en sorte de comprendre ce dont l'autre a besoin, des concessions, des sacrifices. En vrai, il n'y a rien de très sexy, quoi. C'est juste, tiens, vraiment du tout, quoi. Mais je crois que ça devient sexy dans le... Ça devient sexy dans l'engagement, quoi. Mais il faut s'en rendre compte, en fait. Il faut s'en rendre compte. Il faut se dire, tout ça, tu le fais pour moi. Et c'est hyper généreux. Et c'est précieux. En vrai, c'est tellement précieux de rencontrer quelqu'un qui vous fait sentir bien. C'est tellement rare, quoi. Et ensuite, je pense qu'il ne faut pas essayer de courir derrière ce qu'on n'a pas. Il faut essayer de voir, tiens, qu'est-ce que j'ai en face de moi ? Et qu'est-ce que ça vaut ? Qu'est-ce que je peux lui donner ? Tu vois, il y a tellement de mecs qui sont... Oh ouais, je suis malheureux en couple, j'aime pas le couple, ma meuf, elle me saoule. Et moi, je leur dis à mes potes mecs, je leur dis, mais tu penses vraiment qu'une autre nana pourrait te supporter, quoi ? Non, et je leur rentre dedans, mes potes mecs, je dis, mais elle est extraordinaire, ta nana. Enfin, tu vois, elle fait avec, quoi. Elle fait avec tout ça, et elle s'adapte, tu vois, et elle butine, et elle sait. En fait, toutes tes faiblesses, ta meuf, elle le sait, elle les connaît, quoi. Et donc ça, c'est ultra chouette et précieux. Et je pense qu'il faut pas... c'est vrai qu'on est une période à l'instabilité, et c'est cool l'instabilité si on est malheureux, mais parfois, le risque, c'est de parier sur ce qu'on a, quoi. Right, Rosa Burstein. Paul Taylor. Thank you for coming on this live. I appreciate it. Where do people find you? Instagram. Is that the best place for people to go look up your stuff? Yes, please. Go follow me on Instagram. Ladies I and love gentlemen, followers. Allez retrouver... attends, bouge ta tête juste par là, comme ça, on t'est pas dans ta propre page. Instagram, Rosa Burstein, Rosa Burstein, parce que vous dites beaucoup chut. Burstein. Go follow Rosa, all of the stuff that she does. She has a show called... C'est quoi le nom du show? Rosa, my name. Ah, c'est Rosa, c'est juste le nom du show, j'avais oublié. Yeah. Ok, go watch her show, Rosa. Il y a les dates de tournée sur son site, son podcast Les mecs que je veux ken et son livre Les mecs que je veux ken. Allez suivre Rosa sur Internet et sur Instagram. C'était trop cool, merci Paul. Eh ben merci à vous, merci à toi, merci à vous d'avoir été au live et puis écoute. À très bientôt. Dude, this was fucking amazing.